Hello les potos, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 concernant les films. Let's go! On se retrouve donc en 10e position avec un super film d'horreur, Ça, le remake, sorti le 20 septembre 2017. Le réalisateur c'est Andrés Muschietti qui avait déjà signé un super film d'horreur auparavant, Mama. Côté casting, alors on a Sophia Lillis, on a Finn Wolfhard. Finn Wolfhard, on le connaît super bien, c'est un des acteurs principaux de la saga Stranger Things. Bill Skarsgård qui interprète ça, et lui on l'a vu notamment dans Deadpool 2, et Jaden Lieberher. Alors en fait, l'histoire raconte, on se retrouve dans le Maine, dans une petite ville qui s'appelle Derry, il y a des disparitions d'enfants. Et un groupe de 7 potes, âgés d'une dizaine d'années, vont être confrontés au responsable de ces disparitions, ça le clown tueur, qui est capable, entre autres, de prendre la forme de vos plus grandes peurs. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Il faudrait voir le film. Alors, ce que j'ai kiffé de ce film, surtout, c'est vraiment cette refonte totale du téléfilm de base qu'était ça. Alors, le téléfilm qui était la base était bon, avec Ted Curry, Ted Curry jouait très bien dans ce rôle, mais là on sent que le budget il est là, on sent que la technologie est là, et du coup ça nous fait des effets spéciaux super bien foutus, c'est plus sombre, c'est plus gore, c'est plus actuel, franchement il est top. Deuxième chose intéressante de ce film, c'est la période à laquelle ça se passe dans les années 80. Il faut savoir, dans les années 80, les films avec des enfants en tant que héros, comme Stand By Me par exemple, étaient assez courants. Et moi j'aime bien ces films parce qu'on part avec un enfant, donc, ou des enfants qui sont dans l'âge un peu innocente, et au fil de l'aventure ils vont devenir de plus en plus forts pour devenir quelqu'un d'autre à la fin. Et c'est ça, j'ai kiffé. J'ai trouvé vraiment bien que Muschietti soit parti sur cette période pour représenter ce film-là. On se retrouve maintenant avec Rambo. C'est un film d'action réalisé par Ted Kotcheff et avec comme acteur Sylvester Stallone. Alors Sylvester Stallone, je ne vous le présente pas, hein. C'est Expendables, c'est Rocky, c'est Judge Dredd, c'est Demolition Man, c'en est plein d'autres. C'est vraiment une des superstars de Hollywood. Après, on a dans le rôle du colonel Trotman, on a Richard Donald Crenna. Et on a dans le rôle du méchant, entre guillemets, Brian Dennehy, qu'on a pu voir notamment dans Gladiator ou dans Roméo plus Juliette. Voilà pour le casting. Côté histoire, on se retrouve dans les années 80 en compagnie de John Rambo. John Rambo, c'est un ancien béret vert qui a fait la guerre du Vietnam et qui est de retour aux États-Unis. Et malheureusement, il est dépaysé, il est dépressif et il cherche un repère. Et pour ce faire, il va en fait chercher ses anciens camarades d'armes. Et là, il va se rendre compte qu'ils sont tous morts. À un moment donné, il arrive dans un village et il y a un shérif qui va vraiment l'arrêter pour délit de sale gueule, hein, parce qu'il n'aime pas sa gueule. Sauf qu'il ne faut pas chercher Rambo. Et c'est là où commence en fait vraiment une traque énorme. Pourquoi j'ai choisi Rambo en 9e position? D'abord, je trouve que ce film a lancé une icône au niveau mondial, au niveau générationnel. Genre, tout le monde connaît Rambo, les enfants, les adolescents, les adultes. C'est vraiment, c'est même venu dans le langage courant. Arrête de faire Rambo, quoi. Arrête, tu te prends pour Rambo, là, tout défoncé. Je trouve ça impressionnant pour un film d'action. Deuxième chose, et c'est là, je pense, la partie que je préfère, c'est vraiment, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, et de voir ce film avec des yeux d'adulte, ça change complètement le film. On voit plus du tout l'action, même si on a énormément, on voit plutôt le message. Et c'est vrai que quand ils ont réalisé ce film et qu'ils l'ont projeté, il y avait un réel problème aux États-Unis, qui étaient les soldats de la guerre du Vietnam qui étaient abandonnés par leur gouvernement. Et ben, je trouve que dans ce film, ce problème lié à cette époque, hein, dans les années 80, je le rappelle, je trouve qu'il est très bien amené. Ça donne justement à la fin une scène hyper touchante où on arrive très bien à comprendre à quel point ces soldats ont souffert durant la guerre du Vietnam. C'est un très 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 beau film. Franchement, je vous le conseille. On se retrouve donc à la 8e position avec mon super-héros préféré, Batman, et plus précisément The Dark Knight. Le film est sorti le 13 août 2008 et il a été réalisé par Christopher Nolan. Christopher Nolan, on lui doit notamment Dunkerque, Inception, Man of Steel et la dernière saga des Batman. Côté acteur, on a Christian Bale, qu'on a pu voir dans American Psycho, et Heath Ledger dans le rôle du Joker. On a aussi Morgan Freeman qui interprète Lucius Fox, Michael Caine, Alfred Pennyworth et Gary Oldman, le rôle du commissaire Gordon. Côté histoire, on se retrouve avec Batman donc, qui doit affronter une nouvelle cellule criminelle avec à sa tête un inconnu, mais on sait très vite que c'est le Joker. Sauf que le Joker, à un moment donné, il va s'attaquer aux proches de Batman. Et là, il va avoir plein de dilemmes qui vont se poser à lui pour savoir qui il va devoir sauver et qui va devoir abandonner.
Alors pourquoi je choisis ce film-là et ce Batman-là précisément? En fait, je trouve que Christopher Nolan a réussi à transmettre l'ambiance qu'on trouve exactement dans la BD dans un film. C'est celui qui a le mieux réussi cet exercice. C'est sombre, c'est dark. Bruce Wayne, alias Batman, on se voit vraiment dans ce film, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement fragile, qui a des blessures psychologiques, qui a des dilemmes dans sa tête. C'est pas un super-héros invincible. Et je trouve que ça donne vraiment de la vraie texture au personnage. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce Batman précisément, c'est l'interprétation de Heath Ledger dans le rôle du Joker. Alors déjà, on l'avait déjà vu, pour moi je l'ai lu personnellement dans Brokeback Mountain, il est très 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 bon. Mais alors là, pour son dernier rôle au cinéma avant son décès malheureux, là il interprète le Joker comme personne ne l'a jamais interprété. Même Jack Nicholson, je trouve qu'il ne lui arrive pas à la cheville tellement Heath Ledger est dans son rôle. Il offre en plus une nouvelle dimension au Joker qu'on n'avait jamais vue. Il est juste époustouflant, juste pour... Je trouve que ce film, même dans le cadre d'un exercice pour des jeunes acteurs, voir l'interprétation de Heath Ledger, c'est juste un exemple à suivre. Et ça me fait du coup vraiment chier qu'il soit mort parce que j'aurais vraiment voulu suivre sa carrière davantage, mais malheureusement, la vie en a voulu autrement. On se retrouve donc à cette position avec une petite surprise, un dessin animé, Aladdin, sorti le 25 novembre 1992. Et le film, le dessin animé a été réalisé par John Musker et Ron Clement, qui ont réalisé notamment La Petite Sirène, Hercule, et puis plus récemment ils ont fait Vaiana. Côté voix française, on a Paolo Domingo, qui a doublé notamment Jared Leto dans Suicide Squad, et qui là double Aladdin. On a Magali Barnet qui est la doubleuse officielle de Alyssa Milano et qui dans ce film-là double Jasmine. Et enfin, on a le grand doubleur français, le plus grand doubleur français de tous les temps, Richard Darbois qui double le génie. Alors Richard Darbois, encore une fois, je vous rappelle, Harrison Ford, Danny Glover, Biff Tannen dans Le Retour vers le futur. Voilà, bref. Côté histoire, alors en fait, on se retrouve tout d'abord au tout début du film en compagnie d'un vizir. Le vizir, c'est le bras droit du sultan. Et ce vizir veut prendre sa place. Et pour ce faire, il va essayer de s'emparer d'une lampe magique qui lui permettrait d'avoir 3 vœux. Sauf que par un concours de circonstances, cette lampe va se retrouver dans les mains d'un vagabond et d'un mendiant, Aladdin, et que grâce au génie qui est enfermé dans cette lampe, il va réussir à conquérir le cœur de la princesse Jasmine, donc la fille du sultan. Sauf que malheureusement, le vizir, Jafar, va se mettre en travers de son chemin. Pourquoi j'ai choisi ce film en fait? Première chose, en fait, c'est le côté nostalgique. C'est déjà mon premier film au cinéma quand j'étais gamin. Je suis allé voir ce film au cinéma, c'était mon tout premier. Et en plus de ça, c'est mon tout premier Disney au cinéma. Donc forcément, la nostalgie a fait son boulot et je l'ai forcément mis à cette position. La deuxième raison, c'est que je trouve que ce film contient le morceau, la chanson la plus cool, je trouve, la plus sympa de Disney. Et c'est Le Prince Ali, chanté par Le Génie. J'adore cette chanson, à chaque fois que je l'entends, elle me met de super bonne humeur, je la kiffe cette chanson. J'ai hésité avec Le Roi Lion, qui est un dessin animé à Oscar quand même, c'est pas un dessin animé pourri, c'est un très très bon dessin animé, d'ailleurs je le mettrai en deuxième position, mais il y a le côté nostalgique qui est venu un petit peu pencher la balance du côté d'Aladin. Mais c'est vraiment, j'hésitais entre les deux. On se retrouve donc à la 6e position avec un film de science-fiction super beau, Avatar. Il est sorti le 16 décembre 2009. Le réalisateur, c'est James Cameron, à qui on doit les 2 premiers Terminator ou même le Titanic. Côté acteur, alors on a Sam Worthington. Sam Worthington, on l'a vu dans Le Choc des Titans par exemple, et il joue le rôle de Jack Sully. Zoé Saldana, elle, joue le rôle de Neytiri, et Zoé Saldana, ce n'est autre que Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Enfin, il y a Sigourney Weaver, qu'on connaît notamment grâce à la saga des aliens et à SOS Fantôme. Pour l'histoire, alors l'histoire, on se retrouve avec Jack Sully, un ancien militaire qui est devenu paraplégique à la suite d'une de ses missions, et qui va avoir comme nouvelle mission de rentrer dans un corps synthétique, au travers de son âme. Ce corps synthétique, on appelle ça justement un avatar, et il va devoir convaincre une population extraterrestre de quitter sa planète afin que les humains puissent exploiter le minerai qui s'y trouve. Sauf que Jack Sully va tomber amoureux de Neytiri, l'une des extraterrestres, Navi, on appelle ça des navis extraterrestres, et donc il va s'engager donc une guerre entre humains et navis. Pourquoi j'ai choisi ce film? Déjà, d'une part, parce que ce film-là est pour moi tout d'abord une démonstration en son temps, en 2009, de ce que pouvaient offrir les studios d'effets spéciaux numériques.
Et je me souviens quand il est sorti en 2009, j'avais trouvé vraiment tout était parfait, tout était beau, tout était incroyable, tout était réaliste, c'est très important, très réaliste, incroyable. Et j'ai trouvé du coup que c'était un film très marquant pour ça, parce que il était non seulement dans l'histoire, donc c'était très beau à regarder, l'histoire était très intéressante, même si elle est très proche du Pocahontas, hein, pour moi c'est du Pocahontas, mais enfin bref. Mais surtout, il avait fait une démonstration de ce qui pouvait se faire numériquement parlant. Et deuxième raison, c'est les navis. J'adore les navis, je trouve que c'est des êtres tellement beaux, tellement parfaits, avec leur peau bleue, leurs yeux couleur or, voire miel. Je me souviens quand j'avais vu le film, je me dis, purée, j'aimerais tellement être un navi, juste pour avoir ce corps magnifique, avoir leur culture, ils ont une culture très intéressante. Vraiment, rien que pour ça, j'ai kiffé ce film. On se retrouve maintenant avec un fantastique film biographique qui est en plus très récent, Bohemian Rhapsody, qui est sorti le 23 octobre 2018. Le film il a été réalisé par Bryan Singer, qui a notamment réalisé aussi et produit la saga des X-Men. Côté acteur, alors on a tout d'abord Rami Malek, qui a d'ailleurs gagné un Oscar pour le rôle de Freddie Mercury dans ce film, et qu'on a pu voir aussi dans la nuit du musée, et qui a prêté ses traits à un personnage de jeu vidéo. Le jeu en question c'est Until Dawn sur PS4, Joshua Washington. Deuxième acteur très important, Ben Hardy, qui joue Archangel dans les X-Men 3, il interprète Roger Taylor. Joseph Mazzello, lui, alors vous le connaissez peut-être sûrement, c'est le petit Tim dans Jurassic Park, dans le tout premier Jurassic Park. Bah, c'est lui, là, il a bien grandi, et il joue le rôle de John Deacon. Brian May, le super guitariste de Queen, est interprété par William Lee. Voilà, pour ce qui est du casting. Alors, partie histoire, je ne vais pas faire très très long, hein, c'est l'histoire de Freddie Mercury et de son groupe Queen. Pourquoi j'ai fait ce film? Bah, déjà pour la BO. Moi qui suis un des grands amateurs de la musique de Queen, je trouve que c'est le plus beau groupe de rock, le plus complet, le plus puissant. Avec Pink Floyd, je sais pas, je choisirais, hein, c'est côté un petit peu rétro papy hein, qui parle en moi, mais je trouve que c'est vraiment deux groupes de rock impressionnants. Mais Queen, j'adore, et du coup la bande son qui est très importante en plus pour moi dans un film, bah là, elle casse tout quoi. Deuxième aussi point important de ce film, c'est la qualité du jeu d'acteur de tous les personnages. Mais vraiment tous, ils sont tous très bons, ils sont tous très crédibles, ils sont tous très réalistes, ils sont tous très touchants. Il y a même Mike Myers, il est dedans. Vous savez, Austin Power, il est dedans et il joue extrêmement bien dans son rôle. Et franchement, bah, moi, vous mettez une très bonne réalisation avec une très bonne bande son, bah, vous me faites un film pour moi. Quoi. Donc du coup, forcément, ce film-là, il est en 5e position. On se retrouve maintenant à la 4e position avec une superbe comédie, Sister Act, réalisée par Émile Ardolino et sortie en 92. Émile Ardolino, si jamais il avait déjà signé un grand classique du cinéma, Dirty Dancing. Côté actrice, alors, est-ce que c'est des actrices hein, principalement? Là, on a Whoopi Goldberg. Alors, Whoopi Goldberg, c'est la magnifique, la talentueuse, la multifacette, le caméléon, ce que vous voulez. Elle est incroyable. On l'a vu dans Ghost, où elle a eu d'ailleurs un Oscar pour le meilleur second rôle. On a pu la voir dans Corina, dans Couleur pourpre, enfin dans plein de films. Après, la deuxième actrice importante, c'est Maggie Smith, que vous connaissez toutes et tous. C'est Minerva McGonagall dans Harry Potter. Côté histoire, alors on se retrouve avec Dolores Cartier. C'est une chanteuse d'un cabaret un peu miteux à Las Vegas. Et en fait, elle va être témoin du meurtre d'un homme perpétré par son amant. Sauf que son amant, pour pas qu'elle parle aux flics, il va vouloir la tuer. Et la police va donc décider de la cacher dans un couvent où elle va devenir à ce moment-là Sœur Marie-Clarence. Vu qu'elle s'ennuie un petit peu dans ce couvent-là, elle va créer un groupe, une chorale avec les bonnes sœurs du couvent et ça va être des groupes avec des musiques un peu punch-punch quoi. Alors, maintenant la raison du choix de ce film. Déjà, premièrement parce que je trouve que ce film contient une des meilleures actrices du cinéma américain, Whoopi Goldberg. Vous pouvez par exemple regarder Couleur pourpre où elle a un rôle hyper fort, hyper touchant. Il est dur ce film, vraiment elle joue très 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 bien. Et après, vous allez regarder par exemple Sister Act ou Ghost où elle a un rôle ultra comique et elle est super bonne. J'adore les acteurs et actrices multifacettes, je trouve ça vraiment fascinant qu'ils sont capables de métamorphoser leur gimmick et leur voix et tout en fonction du film, de la catégorie du film. Donc je trouve que dans Sister Act, au niveau comique, elle est vraiment au summum de ce qu'elle peut donner, je trouve pour l'instant. Et deuxième raison, évidemment, encore une fois, le côté mélomane revient, mais la BO de ce film, elle est monstrueuse dans le sens où on n'arrive pas à s'imaginer quand on écoute la BO
qu'à la base, ça reste quand même des chants d'église, quoi. Vraiment le truc classique d'église, machin chouette. Bah, dans ce film, ils ont donné un côté vraiment punch, funk, ce que vous voulez au pop, un peu aux vieilles musiques d'église, et je trouve ça vraiment super culotté, super bien foutu de la part de Émile Ardolino d'avoir osé ce pari-là. On se retrouve donc à la dernière marche du podium avec un superbe film dramatique, La liste de Schindler, sorti le 30 novembre 1993 et réalisé par Steven Spielberg, le papa de E.T. Côté acteur, on a Liam Neeson qui interprète le rôle de Oscar Schindler. Liam Neeson, c'est son tout premier gros film, on va dire, et on le voit notamment dans la saga des Taken. On a aussi Ralph Fiennes. Alors Ralph Fiennes, c'est Voldemort dans la saga d'Harry Potter. Il est aussi dans Le Patient anglais et il va interpréter le rôle de Hamon Goeth. D'ailleurs, ce rôle-là lui a permis de gagner l'Oscar du meilleur second rôle. Dernier acteur important du film, Ben Kingsley qui interprète le rôle de Itzhak Stern. Et Itzhak Stern, c'est le comptable et bras droit d'Oscar Schindler. Pourquoi j'ai choisi ce film? Tout d'abord, en fait, je pense que c'est un film qui n'a aucun défaut. La bande-son est exceptionnelle, elle est vraiment reconnaissable, elle est marquante, elle est bien foutue. Le choix de faire ce film, de filmer l'ensemble du film en noir et blanc, c'est une idée de fou furieux, parce que ça donne un côté documentaire, un côté archive un peu, et malgré tout, Steven Spielberg a mis quelques petits éléments de couleur à l'intérieur. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez voir, je sais pas, une brosse à dents en vert. Et le fait de voir cette brosse à dents va vous ramener plus tard dans le film à la revoir et de comprendre des choses assez bouleversantes. Ensuite, il y a un truc qui est super intéressant de ce film, c'est la qualité du jeu des acteurs. Hein, vraiment, là, on voit que Liam Neeson, on sait pourquoi il est connu maintenant, parce que dans ce film-là, il est juste monstrueux. Ralph Fiennes, il est très très bon. Ben Kingsley est super bon. Et en plus de ça, ce film donne vraiment comment dire, il donne vraiment un côté super malaisant, vous êtes super mal à l'aise, vous êtes super dégoûté, vous êtes vraiment pas bien à la fin du film. Et du coup, après avoir vu ce film-là, vous verrez que vous verrez plus jamais la Seconde Guerre mondiale de la même manière, parce que le message est très très fort et très violent. On se retrouve donc à l'avant-dernière marche avant le grand premier avec les Goonies, sortis en 85. Le film a été réalisé par Richard Donner, à qui on doit notamment la saga de L'Arme Fatale, les films avec Mel Gibson et Danny Glover. Le scénariste, lui, c'est Chris Columbus, à qui on doit la réalisation de Harry Potter 1 et 2 et du film Madame Doubtfire. Côté acteur, on a tout d'abord Sean Astin qui fait le rôle de Mickey Walsh. Sean Astin, peut-être de nom, il vous dira peut-être pas forcément quelque chose, mais vous le connaissez très très bien puisqu'en fait il joue le rôle de Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. C'est celui qui accompagne Frodon. Deuxième acteur connu, c'est Josh Brolin. Josh Brolin, ce n'est autre que Thanos dans les Avengers Endgame et Infinite Wars. Dernier acteur connu du film, c'est Corey Feldman. Alors il n'est pas très connu actuellement, mais dans les années 80 et 90, il était super connu et il est dans les films comme Gremlins ou Stand By Me. Côté histoire, en fait on va se retrouver dans un petit quartier américain en compagnie de 4 garçons qui sont super potes et qui malheureusement vont avoir un gros problème, c'est que leur quartier va être rasé pour construire un terrain de golf. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver une carte au trésor qui appartenait à un certain pirate Willy LeBorn et qui vont partir rechercher ce trésor pour sauver le quartier. Malheureusement, il y a un groupe de criminels qui s'appelle les Fratelli qui vont être au courant que ce trésor existe et qui vont partir à la poursuite des enfants pour eux choper le trésor à leur place. Pourquoi je fais ce film? Moi, les films comme ça, justement, c'est ce que je dis souvent dans les films des années 80-90, les films avec des enfants, j'adore parce qu'en fait, quand on regarde dans le cinéma, l'enfant, ça symbolise la fragilité, ça symbolise l'innocence, ça symbolise l'inexpérience, et que dans ces films-là, en l'espace d'une heure et demie, 2 heures, on arrive à transformer un enfant, d'un enfant innocent, etc., vraiment fragile, à un héros bravant les obstacles dans ce film, un peu la Indiana Jones, une espèce d'Indiana Jones, et devenir quelqu'un de plus mature, de plus fort, vraiment. Et ça, vraiment dans ces films-là, style un peu Stranger Things, un peu du même style. Voilà, c'est ce genre de choses. Et deuxième raison, c'est pour juste Sinoc. Sinoc, c'est une des icônes du cinéma d'aventure, et Sinoc, il aime Choco. Et Choco, il aime Sinoc. Et si vous voulez savoir pourquoi Sinoc aime Choco et Choco aime Sinoc, regardez vraiment ce film, vous allez vite comprendre. On se retrouve maintenant avec le numéro 1, avec le number 1, avec le numéro 1, Seven. Seven est sorti le 15 septembre 1995 et il a été réalisé par David Fincher, à qui on doit notamment Fight Club, Zodiac
Panic Room ou Alien 3. Côté acteur, on a Brad Pitt. Alors Brad Pitt, il joue le rôle de David Mills dans ce film, mais Brad Pitt, on l'a aussi vu dans Troy, dans Thelma et Louise, dans Ocean's 11, dans Ocean's 12, dans World War Z, enfin bref, dans plein de films. Deuxième acteur important, c'est Morgan Freeman qui joue le rôle de l'inspecteur William Somerset. Morgan Freeman, pareil, hein, Les Évadés, la trilogie des Batman là, de Christopher Nolan. Il est dans Le Collectionneur, il est dans plein de films aussi. Un excellent acteur. Troisième actrice, et là pour le coup c'est une actrice, c'est Gwyneth Paltrow, qu'on voit notamment tout récemment, elle joue le rôle de Pepper dans Iron Man ou Avengers, mais elle a aussi joué par exemple dans le film comique L'amour extra large. Alors, l'histoire, en fait on se retrouve à New York, aux côtés de David Mills. David Mills, c'est un jeune inspecteur qui a été muté à New York, là sa femme Tracy Mills l'a suivi, et en fait il va être chargé de remplacer William Somerset qui part très bientôt à la retraite. Sauf que, avant son départ, en fait, il va y avoir un meurtre perpétré par un tueur inconnu, et que très rapidement, les deux inspecteurs, donc David Mills et William Somerset, vont se rendre compte que ce n'est que le premier d'une suite de meurtres à venir. Et tous ces meurtres vont être réalisés autour des 7 péchés capitaux. Bien évidemment, ils vont devoir se dépêcher de trouver le tueur avant qu'il commence à tuer les autres personnes. Pourquoi je sais ce film? Premièrement, c'est rien que pour le twist final. Je trouve que c'est un des twists finaux les plus beaux, les plus marquants, les plus tordus du cinéma de tous les temps, quoi. On voit que David Fincher, c'est un sacré taré dans sa tête. Pour imaginer une fin comme celle-là, il faut être sacrément tordu dans sa tête, quoi. Il faut être à moitié taré quand même. La deuxième chose que j'ai noté de ce film qui était vachement bien, c'est, vous allez voir que ce film est très, très dark, très sombre, très glauque, très sanglant, très poisseux, vraiment, et qu'il va y avoir un cocon qui va s'installer entre les trois importants personnages qui sont Tracy Mills, David Mills et William Somerset. Et que autour de ce cocon qui vont se former, vous allez voir, il y aura vraiment une complicité qui va s'installer entre les trois personnages. Il y a vraiment tout ce côté glauque, dégueulasse qui va venir peu à peu les engloutir. Et je trouve que cette espèce de métaphore qu'a réalisé David Fincher, elle est impressionnante, surtout quand on voit la qualité des jeux d'acteurs, quoi. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, pour moi, ce film, c'est vraiment une référence dans le cinéma policier. Il faut vraiment que vous le voyez. Je vous presque dire, je vous oblige à regarder ce film si vous voulez un film policier et laisser tomber tous les côtés séries, NCIS et compagnie, quoi. Voilà, c'était mon top 10 concernant mes films préférés. Évidemment, il y avait plein d'autres films que j'aurais voulu mettre dedans, hein, parce que je suis un grand fan de cinéma, mais il fallait faire un choix et je pense que celui-là était le plus logique. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous matraquer le petit bouton avec le pouce bleu. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi continuer à suivre mon aventure en vous abonnant à ma chaîne et en activant la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et bye bye.